Il y a des monstres qui surgissent de l'ombre et d'autres qui s'annoncent. Ghostface, lui, appelle avant d'entrer. Sa voix traverse le combiné avec une politesse malsaine, comme si la peur avait appris les codes sociaux avant de dégainer le couteau. Dans Scream, l'horreur ne frappe pas à la porte. Elle vérifie d'abord si tu connais les règles. Et c'est peut-être là que tout commence, non pas dans le sang, mais dans la conversation. À la fin des années 1990, le cinéma d'horreur semblait tourner en rond. Prisonnier de ses propres clichés, les slashers répétaient les mêmes gestes, les mêmes punitions, les mêmes morales. Puis Ghostface est arrivé. Masque blanc figé entre rire et cri, silhouette maladroite et pourtant implacable. Il n'était pas un démon ancien ni une créature surnaturelle, il était quelqu'un. Quelqu'un qui avait vu trop de films, quelqu'un qui savait exactement ce que le public attendait et comment le surprendre. Ce Pop Spotlight s'intéresse à Ghostface comme on étudie un phénomène culturel, pas seulement un tueur masqué, mais une idée mouvante, un miroir tendu à une époque, une manière très particulière de raconter la violence à l'écran, une figure qui, depuis près de 30 ans, refuse de mourir parce qu'elle se nourrit de ceux qui changent. Ghostface naît officiellement en 1996 sous l'impulsion de Wes Craven et du scénariste Kevin Williamson, mais il serait réducteur de parler d'une simple création de personnage. Scream est d'abord un geste critique, presque journalistique, porté sur le cinéma d'horreur lui-même. Craven, vétéran du genre, connaît ses mécanismes sur le bout des doigts. Il sait comment la peur est fabriquée, comment elle est consommée et surtout comment elle peut s'user. Le masque de Ghostface, inspiré d'une œuvre expressionniste plus large que le film lui-même, n'a rien de mythologique. Il est acheté, porté, abandonné, il circule. Cette banalité volontaire ancre immédiatement le personnage dans le réel. Ghostface pourrait être n'importe qui, et c'est précisément ce qui le rend inquiétant. Là où Michael Myers incarnait une force quasi abstraite, Ghostface assume sa fragilité humaine. Il trébuche, il se fait mal, il panique, il compense par la mise en scène. Le téléphone devient alors son arme la plus efficace. Avant même le couteau, il y a la parole. Le dialogue est un piège. Il détourne l'attention, crée une fausse intimité, installe un jeu. Ghostface ne tue pas seulement, il raconte ce qu'il va faire. Il transforme la peur en spectacle conscient de lui-même. Parler de Ghostface oblige à accepter une idée peu commune dans le panthéon des slashers. Il n'est jamais une seule personne. Chaque film réattribue le masque, redistribue les motivations, recompose le mythe. Cette multiplicité n'est pas un défaut, c'est le cœur du propos. Ghostface est un rôle, un costume idéologique autant que physique. Ce qui unit ces incarnations, ce n'est pas une origine surnaturelle, mais une obsession. Tous partagent une relation maladive au récit, à la reconnaissance, à la mémoire collective. Ils veulent être vus, compris, inscrits dans une histoire plus grande qu'eux. Dans le premier Scream, le masque cache une colère intime, une revanche familiale, mais aussi un désir de mise en scène. Le crime devient un scénario. Dans les suites, cette logique se déplace. Elle absorbe la célébrité, la marchandisation du drame, la répétition industrielle des franchises. Chaque Ghostface parle de son époque, de ses frustrations, de sa manière de consommer la violence. Le personnage fonctionne ainsi comme un baromètre. Il mesure ce qui obsède le public à un instant précis. Tantôt la médiatisation des faits divers, tantôt la nostalgie, tantôt la peur de voir un héritage déformé. Ghostface n'impose pas un message unique. Il s'adapte, parfois jusqu'à l'excès, et à ce que la société projette sur lui. Au fil des opus, Ghostface change de ton sans jamais perdre sa fonction critique. Le premier film joue la carte de la révélation, il expose les règles pour mieux les transgresser. La suite déplace le regard vers la célébrité et la suite logique du succès. L'horreur devient un produit et Ghostface s'en amuse autant qu'il s'en nourrit. Le troisième volet, souvent décrié, explore pourtant une idée centrale, la fatigue du mythe. Le tueur y est plus théâtral, presque caricatural, comme si la saga elle-même se regardait dans un miroir déformant. Ce n'est pas un accident, mais un symptôme. Ghostface commence déjà à parler de l'essoufflement des franchises. Avec le retour opéré par les films plus récents, le masque se charge d'une autre inquiétude, celle de l'héritage. Comment continuer sans trahir? Comment transmettre sans répéter? Les nouveaux Ghostface s'attaquent autant aux personnages qu'aux attentes des spectateurs. Ils questionnent la nostalgie, ce refuge confortable qui peut aussi devenir une prison. Ce mouvement permanent empêche Ghostface de se figer. Là où d'autres icônes s'enferment dans une imagerie immuable, lui survit précisément parce qu'il accepte la contradiction. Il est peut-être à la fois hommage et critique, respectueux et destructeur. La force de Ghostface ne s'arrête pas à l'écran. Son masque est devenu un objet culturel autonome. On le retrouve dans les fêtes d'Halloween, dans les parodies, dans les jeux vidéo, dans les clips musicaux. Il est immédiatement reconnaissable, presque ludique, parfois détourné jusqu'à perdre toute menace. Cette récupération massive pourrait vider le personnage de sa substance. Pourtant, elle participe à son discours. Ghostface a toujours été conscient d'être un produit. Le voir transformé en déguisement grand public n'est pas une trahison, mais une continuité. Il incarne cette zone floue où l'horreur devient un divertissement partagé
enragé. Sur internet, le personnage vit une seconde vie. Même citation, détournement ironique, Ghostface y est tantôt ridicule, tantôt inquiétant. Cette plasticité reflète notre rapport contemporain à la violence fonctionnelle. On rit pour se protéger, on partage pour se rassurer, on transforme la peur en contenu. Au fond, Ghostface n'est pas là pour nous apprendre à avoir peur. Il nous montre comment nous consommons la peur. Il révèle notre fascination pour les récits violents, notre besoin de règles, notre désir de comprendre même l'inacceptable. Chaque incarnation pose la même question sous des formes différentes. Pourquoi regardons-nous? Pourquoi voulons-nous savoir qui se cache derrière le masque? La réponse n'est jamais confortable, elle touche à notre curiosité, à notre empathie sélective, à notre rapport au spectacle. Ghostface ne prétend pas être une morale, il agit comme un commentaire permanent, parfois cynique, parfois lucide. Il rappelle que l'horreur n'est jamais neutre, qu'elle est toujours fabriquée, encadrée, vendue, et que malgré tout, nous continuons à décrocher quand même le téléphone. Ghostface est une anomalie durable, un tueur sans identité fixe, une icône qui se réinvente en permanence, un miroir tendu à plusieurs générations de spectateurs. Là où d'autres figures se contentent de répéter un mythe fondateur, lui s'attaque à la mécanique même du mythe. S'il continue de hanter l'imaginaire collectif, ce n'est pas parce qu'il est le plus puissant ou le plus terrifiant, c'est parce qu'il parle notre langue, il connaît nos références, nos habitudes, nos failles, il sait que nous avons déjà vu ce film et il compte précisément là-dessus. Ghostface n'est pas seulement derrière la porte, il est dans la salle, assis avec nous, attentif à nos réactions, et tant que nous aimerons décortiquer nos peurs, tant que nous chercherons des règles pour mieux les briser, son masque continuera de sourire, figé, éternel, prêt à poser la même question: quel est ton film d'horreur préféré?